Salut Marianne Costa. Bonjour Pierre. Enchanté de te rencontrer, c'est la première fois que je te vois. Ouais, et vice versa. Et merci de m'accueillir dans ta demeure. Avec plaisir. Alors, je voulais qu'on parle aujourd'hui de ton œuvre en général en fait, parce que sur internet je suis allé me renseigner, enfin bref, je suis allé regarder tes vidéos, j'ai aussi lu les livres que tu as fait en collaboration avec Jodorowsky. Alors pas toutes les traductions que tu as faites, oui, Dieu etc. merci, parce qu'il y a des choses qui sont pas très lisibles. Tu sais, j'ai commencé en faisant des romans harlequins. Alors si tu avais dû lire 12 romans harlequins, je pense que tu serais pas là aujourd'hui. Pourquoi pas hein. Tu serais encore en train de digérer. Pourquoi pas, moi je veux bien. Hein, j'ai traduit des guides de voyage, j'ai traduit des livres pour enfants, j'ai traduit des recettes de cuisine. Si tu devais lire tout ce que j'ai traduit, tu serais fatigué, je pense. Bah écoute, je veux bien commencer un jour, hein, samedi. Écoute. Et je suis tombé d'abord sur No Woman's Land, ouais. Qui est sorti en 2004, ouais. C'est ça? Tu l'as écrit en français, c'est pas traduit l'espagnol? Non, bah, j'écris toujours en français en fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les livres que j'ai écrits avec Alexandro, je les ai écrits en français, ils ont été retraduits à l'espagnol. D'accord. Et lui faisait ses prologues en général en espagnol, mais ma langue d'écriture, la langue dans laquelle je pense, je rêve, et je fais de préférence mes déclarations d'amour, c'est le français. C'est le français, ouais. D'accord. Alors là, c'est super mouvementé, on passe par tous les étages, je trouve, c'est beaucoup de rires, pleurs, émotions très variées. Et donc là, t'as fait ce roman-là, t'en as fait d'autres aussi ou... De publier, c'est le seul. D'accord. Parce que déjà, il m'a pris 4 ou 5 ans à écrire. Et puis parce qu'après l'avoir publié, en fait, il est sorti en même temps que La Voix du Tarot en 2004. Et après, en fait, je me suis absorbée pendant presque 10 ans dans la conception de ce livre qui s'appelle Métagénéalogie, que j'ai écrit avec Jodo, et qui était ce livre sur l'arbre généalogique. Mais depuis, j'ai un gros chantier pour un prochain roman qui lentement est en gestation. D'accord, ok. Et alors, j'ai une petite question après l'avoir lu, là, il me reste plus que 10 pages à lire. Ça va, tu sais presque comment ça finit, c'est bon. Ouais, d'ailleurs c'est... On va pas le dire d'ailleurs. Non. Je vais même pas dire un terme. C'est autobiographique ou pas? Bah oui, comme tout roman a une dimension autobiographique. Après, c'est pas ce qu'on appelle une autofiction. Moi, l'autofiction, ça m'intéresse pas du tout. Je suis d'une génération qui a beaucoup lu Marguerite Duras à l'époque. Bon, maintenant, ça me fascine moins que ça ne me fascinait quand j'avais 18 ans, mais ça reste une grande dame. Et une des formules de Duras, c'est dire que l'écriture, romanesque en particulier, c'est la décantation d'un vécu passionnel. Et cette notion de décantation, de laisser reposer, de laisser vieillir, de laisser une alchimie s'opérer, pour moi, c'est vraiment essentiel au roman. Donc oui, c'est autobiographique au sens où j'ai été bénévole à la fin de la guerre de Bosnie, c'est autobiographique au sens où ça parle d'une comédienne et où j'ai été comédienne. Ça l'est pas du tout, par exemple, dans toute la partie du milieu où cette petite nana un peu allumée comme ça et qui sait pas trop ce que ça veut dire que d'être là pour les autres, s'embarque pour un pays en guerre et se retrouve à travailler sur un site d'excavation de charniers. Ça, il y a quand même une bonne 150aine de pages au milieu qui sont complètement tirées d'un travail documentaire que j'ai fait sur l'excavation des charniers en Bosnie. Donc tu vois, c'est pas autobiographique au sens strict, mais j'avais envie de témoigner sur ce que ça voulait dire, sur cette espèce de passage du 20e au 21e siècle, qui pour moi a été vraiment l'époque de la guerre de Bosnie, quoi. Le passage de notre génération qui était la génération du rock à la génération de l'électro, le passage d'une époque où on fonctionnait encore avec du courrier, des téléphones qui étaient fixes, qu'il fallait aller chercher quelque part, à la génération des emails, etc. Et avec au milieu de ça cette espèce d'immense tragédie qui malheureusement n'aura pas été la seule du XXe siècle, ni du XXIe, je pense, qui a été la guerre civile, enfin en tout cas l'agression de la Bosnie par la Serbie, qu'on a appelée guerre civile. Bon, après, il ne faut pas forcément... Et le siège de Sarajevo en particulier, qui était un lieu, quand moi j'y suis arrivée dans les années... en 1995, un peu avant les accords de Dayton, qui était un lieu complètement incroyable, quoi, qui était... Aujourd'hui, malheureusement, la misère économique fait beaucoup de mal à un pays. Mais Sarajevo, c'était un lieu magique, quoi. Les gens avaient survécu à la guerre et au siège avec un courage de dingue. Il y avait cette ancienne trace du soufisme turc qui a été très présent là-bas, puisque c'est quand même une ville assez musulmane, mais soufi, donc un islam ancré sur l'amour et sur l'humour. Ça a été une révélation incroyable et je voulais parler de ça, donc j'ai écrit cette histoire. D'accord, ok.
Et alors en effet, il y a une grosse présence du rock et tout ça dedans, donc c'est magique. Moi j'adore le rock, donc ça m'a beaucoup. C'était ma trentaine, j'étais une jeune fille encore à l'époque. Je me mettais une guitare électrique, je faisais waouh. Ah bah ouais. Bah, tu me diras, je dis ça, mais j'ai passé ma soirée d'hier soir à aller regarder des vidéos d'Aerosmith sur YouTube. Je sais pas ce qui m'a appris, c'était mon groupe préféré quand j'avais 14 ans, à l'époque où c'était vraiment un groupe de rock, parce qu'après ils sont devenus un peu... Et je venais de donner un cours de tarot en ligne, et j'étais fatiguée, tu sais, des fois quand tu termines de travailler comme ça, et je sais pas, j'ai commencé pendant 1 heure à aller me bouffer du Aerosmith, donc tu vois, même pas loin de la cinquantaine comme je suis aujourd'hui. Ouais, cet esprit rock qui a une énergie qui vient du ventre, quoi. Ouais, des tripes. C'est alors, donc voilà, c'est une histoire d'amour, une histoire de cul et une histoire de un peu quand même. Ah ouais. Au début. Et puis après c'est une histoire de découverte que d'être là pour l'autre, c'est la meilleure façon de ne pas pleurer sur son nombril. C'était ça l'histoire de ce roman. D'accord, c'est très vivant. Je sais même pas si on le trouve encore, à mon avis on doit le trouver genre sur Amazon d'occasion, non? Ah bah attends, en librairie il n'existe plus, sans non? vouloir, tu m'as fait une dédicace. Parce que je l'ai trouvé d'occasion. Et le climat du No Woman's Land, l'aimerez-vous, j'espère. Marianne Costa. Bah écoute, je sais pas, c'est quelqu'un à qui j'ai signé ce bouquin un jour, mais je sais pas qui. Mais en tout cas, j'ai été content de voir que c'était signé. Enfin bref. Donc tu fais aussi des poèmes, t'es poétesse. Bah la poésie pour moi, enfin j'imagine que tu m'as un peu parlé de toi, j'imagine qu'on est d'accord là-dessus, c'est le geste de base, c'est se rendre compte que de toute façon on va pas y arriver. La poésie, pour moi c'est un acte désespéré parce que c'est un acte en même temps très joyeux, en même temps qu'il est désespéré, parce que c'est faire la compétition avec le silence, et puis c'est tenter de s'approcher du fait de pouvoir cristalliser quelque chose qui soit presque aussi beau que le réel. Alors qu'évidemment le réel c'est la merveille absolue, quoi. Donc pour moi c'est le geste de base de toute tentative poétique en fait, de toute tentative artistique. Et donc oui, j'ai tout le temps des cahiers sur lesquels je gribouille des trucs, puis de temps en temps il y a un éditeur qui est assez fou pour me publier un livre, comme l'a été Maelstrom à l'époque à Bruxelles. Pin-up Chrysalide. Voilà, ça date de la même époque ça. C'est un recueil des années 2000, milieu des années 2000. Oui, la poésie, bon après, t'as des gens qui aiment ou qui aiment pas ce que t'écris, c'est pas la question. C'est plus c'est la façon qu'on a de faire du miel, quoi. Ouais. Mais c'est encore très... alors ça, c'est une dimension qui est chez toi. Comme dans No Woman's Land, il y a quelque chose de très corporel. Et par exemple, ils ont eu raison de souligner cette phrase en 4e de couverture. Ici, on ne fait pas de poésie, ici, c'est la chair crue qui parle. Et c'est ça que j'aime bien. Ça nous emmène vers un truc qui est très important pour moi, en fait. Toute ma vie a tourné autour de la question de la fiction. J'ai commencé par faire des études littéraires, j'ai un peu écrit. Maintenant, je travaille, comme on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, avec le tarot et avec le fait de retravailler aussi sur son histoire familiale, sur un mode thérapeutique. Et donc, je me suis vachement posé la question de façon très, très cruciale, à une époque, de qu'est-ce que c'est la mémoire et qu'est-ce que c'est la fiction. Et puis, je me suis un peu intéressée à la neurologie, je me suis rendu compte que pour le cerveau, la mémoire d'un film qu'on a vu et la mémoire de quelque chose qu'on a vécu, c'est pas essentiellement différent. Tu sais ce qui fait la différence ? C'est la quantité d'inscription corporelle. C'est-à-dire que si tu as vu un film et que tu étais, je sais pas, tu as eu très très peur, et que tu étais obligé, comme on faisait quand on était môme, de lever les pieds du sol tellement tu as peur, ou si tu as vu un film et que tu venais de te faire larguer par quelqu'un et que le film parle justement d'une histoire d'amour et que du coup tu t'es mis à pleurer, je sais pas quoi. Si le corps participe, si le sentir participe, en fait la mémoire s'imprime avec autant de force qu'un souvenir personnel individuel. D'où en fait tous les rituels sont basés là-dessus, tous les rituels de remplacement. Le théâtre fondamentalement est basé là-dessus. Et toute la dimension du corps dans toutes les performances, l'importance que le corps soit là quand on chante, l'importance que le corps soit là. Enfin, on sait que voilà, les gens qui ont une formation de danseur souvent et qui sont capables de faire du très très bon travail aussi comme acteurs ou comme musiciens s'ils s'y mettent vraiment. Parce que cette dimension d'incarnation, c'est ce qui... Moi je sais pas... Enfin, après il y a plein d'explications, tu vois, il y a maintenant des études neurologiques qui disent que quand on dit le mot cannelle, t'as en fait le goût et l'odeur de la cannelle qui s'activent dans ton cerveau olfactif. Donc il y a un fonctionnement comme ça de notre système nerveux qui fait que plus on
on arrive à recréer une inscription corporelle dans une fiction, et plus elle peut, c'est super important, elle peut faire, comment dit-on, concurrence à nos souvenirs. Donc imagine que nos souvenirs soient pas très utiles, que nos souvenirs nous disent ouais bon la vie c'est pas terrible, oh, on peut pas vraiment être aimé autant qu'on voudrait, oh ben voilà j'ai raté plein de trucs, etc. Et suppose qu'à force qu'il y ait une accumulation de croyances négatives comme ça qui sont très inscrites parce qu'elles sont très incarnées, chez des gens voilà, qui ont été élevés d'une façon un peu dure ou qui ont été battus ou qui n'ont pas eu une bonne expérience à l'école, je sais pas quoi. Donc on est contraint soit de répéter ce qu'on a connu, soit de se battre comme des chiens pour faire le contraire, ce qui en fait est une perte d'énergie énorme, parce qu'on n'est pas comme un fleuve qui coule. Et ben la fiction, au sens large, la poésie, le roman, le rituel, ce que j'appelle moi vraiment la thérapie, et même d'une certaine façon certains rituels religieux ou spirituels, c'est en fait un contrepoids volontaire, délibéré qu'on peut apporter à notre mémoire personnelle. Donc c'est une façon de rentrer dans la boîte noire du cerveau. D'accord. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est pour ça que je pense que tout ce que je fais a une dimension incarnée très forte. En se parlant, on est en train d'improviser, on se connaît à peine, ça va rester sur film. Je vais peut-être dire des choses où je vais être ridicule. Comment je fais pour faire contrepoids? Peut-être 30-40% de mon attention, elle est dans la plante de mes pieds, elle est dans mon ventre, elle est dans la texture de l'appui du fauteuil dans mon dos. C'est-à-dire je suis là, quoi. Alors je vais peut-être dire des conneries grosses comme moi, mais moi je les aurais dit en étant là. Voilà. Et t'assumes. Je sais pas si j'assume, mais je tente, on va dire je tente. Ok. Alors, oui, t'as tout un travail. Donc moi, le premier travail que j'ai connu de toi, c'est le travail que t'as fait avec Jodorowsky. Donc en commençant par le tarot, et avec après pas la psychogénéalogie, mais la métagénéalogie, comme vous dites. Et ça, c'est un truc qui a changé ma vie. C'est quelque chose qui est très utile, on va dire, au quotidien. Et comme tu dis, en fait, pour briser certains schémas de répétition et tout ça. Alors, voilà, t'avais... Moi, ça a changé ma vie aussi, parce que quand j'ai connu Alexandru Jodorowsky, j'avais à peine 30 ans. Ouais. Bon, j'avais fait pas mal de choses, j'avais pas mal bourlingué, mais j'étais quand même, comme beaucoup de gens à cet âge-là d'ailleurs, pas encore tout à fait d'accord avec moi-même, on va dire, c'est un doux euphémisme. Et j'ai d'abord vu quelqu'un, Alexandru, je l'ai d'abord vu, à l'époque il faisait des conférences gratuites dans un dojo de karaté, au métro Maraîcher dans le 20e arrondissement. Et je me rappelle qu'une des premières choses que je me suis dit en le voyant, en l'entendant, parce qu'à l'époque il disait oui, je suis en train de préparer un film, et puis il va voir les chamans au Mexique pour apprendre leur technique, et puis il y a 5 bandes dessinées différentes, et je me suis dit bon sang, mais c'est permis. C'est permis. Cet homme, il avait, je sais pas, 65 ans à l'époque. Cet homme, il a l'air de tenir debout. Moi, je le connaissais surtout pour la bande dessinée. J'ai compris après qu'il était super célèbre comme cinéaste aussi. Il a l'air plutôt bien dans sa peau, heureux d'être lui. C'est pas non plus une méga superstar. À l'époque, il était connu, mais il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et en fait, il fait plein de choses différentes. Et on a le droit de faire ça et d'être sérieux et de faire les choses bien. Et ça a été un coup de tonnerre pour moi. Puis après, la vie a fait, pour tout un tas de raisons étonnantes comme fait la vie, qu'on a formé un couple improbable, productif, et plein de traversé de tout un tas d'énergie très intéressantes pendant 9 ans. Après, on s'est séparés très bons amis et dans très bons termes en 2006. Donc de 97 à 2006, on a vécu ensemble. On s'est beaucoup, je pense, apporté mutuellement, et puis on s'est de temps en temps un peu affronté aussi, parce qu'Alexandru, il a un caractère très bien trempé, et que moi, je suis pas spécialement quelqu'un de soumis. Mais ça a été une confrontation positive, parce que j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à un génie dans ces 2 domaines qui ont été mes domaines de travail. Moi, j'ai un peu traduit CBD à une époque et tout, mais il y a tout un pan de sa vie dans lequel j'ai jamais mis les pieds, tu vois. À commencer par son cinéma, qu'est-ce qui est le plus important pour lui aujourd'hui, visiblement, puisque c'est vraiment ça qu'il poursuit avec beaucoup d'énergie. Mais par contre, j'avais quand même fait une psychanalyse, j'avais fait beaucoup de travail sur le corps avec la méthode Feldenkrais, j'avais donc travaillé pas mal en littérature comparée, donc j'avais déjà un intérêt dans cette direction-là. Quand j'ai vu ce qu'il faisait
avec le tarot et quand j'ai vu les intuitions qu'il avait sur la psychologie transgénérationnelle, je me suis dit, mais c'est juste une mine d'or. Ouais. Et donc je me suis passionnée pour ça. Et en fait, de ce point de vue-là, on était très très complémentaires, puisque moi j'avais quand même une structure de réflexion, une capacité de synthèse, et puis quand même des propositions et des apports à faire, surtout particulièrement pour le travail sur l'arbre généalogique, puisque 14 ans d'analyse, quand même, ça forme. Et que lui, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout envie d'écrire des manuels. Ouais. Donc du coup, notre couple est devenu, je dirais, une rampe de lancement, un terreau, en fait, pour ce travail à deux, puisqu'on n'a pas eu d'enfants. Et c'est vraiment... Alexandro dit toujours, et je suis d'accord avec ça, que quand deux êtres se rencontrent, que ce soit d'ailleurs un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, quand un couple, quand une attirance irrésistible lie un couple ensemble, on pourrait dire l'intention de la vie, c'est de produire une nouvelle conscience. Donc pour la plupart des gens, cette nouvelle conscience, ça va être un enfant, deux enfants, des fois 3 enfants, des fois 18 enfants. Puis tu as des gens qui ne sont pas destinés à faire des enfants ensemble pour tout un tas de raisons. Alexandro, il en avait déjà 5 quand je l'ai connu, donc voilà. Mais je crois qu'on a vraiment quand même fait ça. On a produit dans un petit espace une conscience. À une époque, on a beaucoup enseigné ensemble, donné des conférences ensemble, même après s'être séparés. On avait une super complicité, les gens aimaient beaucoup nous voir travailler ensemble. Et donc c'est devenu en fait un truc qui s'est fiché dans ma vie comme un destin. Je suis tombée amoureuse du tarot, vraiment, qui est une structure symbolique d'une cohérence et d'une beauté incroyable. Ouais. Je continue à l'explorer vraiment avec beaucoup d'intérêt. Et à l'époque, j'étais donc en analyse avec une psy qui était on ne peut plus française, freudienne. Elle était médecin, elle était membre de la SPP, enfin tu vois, c'était la psy parfaite, bon teint et tout, et qui a eu l'intelligence et la générosité d'accepter, non, je ne peux pas dire de me superviser, c'est pas une supervision classique, mais qui a été d'accord pour être là derrière moi pendant quand même plusieurs années, quand des gens commençaient à me dire « Ah bah tiens, lis-moi un tarot, ah bah tiens, tu ferais pas mon arbre généalogique », et que je me suis rendu compte que d'être la compagne de Jodo, ça me donnait aussi je dirais plus un devoir qu'un privilège, parce que lui était une figure tellement charismatique, et moi j'étais le féminin qui était à côté de lui à ce moment-là, qu'il a fallu que je me verticalise dans ce rôle-là. Et donc c'est comme ça que petit à petit, ces livres sont arrivés en état de naissance. Et puis bon, après, maintenant, ça fait plus de 10 ans, donc moi je m'oriente plus vers un questionnement sur ce que j'appelle justement les fictions réparatrices. Mais le tarot reste un compagnon de route incroyable, je vois que tu en as un dans les mains. Oui, c'est le tarot de Jodo. Enfin, de Philippe Camoin et Alexandro Jodorowsky. Camoin Jodorowsky. Il ne faut pas zapper Philippe Camoin qui a quand même sa grande importance là-dedans. Non seulement lui, mais sa mère, Madame Camoin de Touras, qui est une dame qui a plus de 80 ans maintenant et qui tient qui est devenue chef d'entreprise de cette petite entreprise familiale et qui distribue des tarots dans le monde entier, qui est une dame absolument charmante et extrêmement intelligente, avec qui je suis souvent en contact, puisque souvent il y a des gens qui me demandent en Argentine comment on fait pour faire venir 50 paquets de tarots en Argentine, donc j'appelle Irène Camoin. D'accord. Donc voilà, c'est pas Jodo. Évidemment que Jodo a été le moteur, en fait c'est Jodo qui a proposé à Philippe Camoin, qui était venu le voir. Il s'est dit, ce garçon n'est pas heureux, et il n'est pas heureux parce qu'il est l'héritier de la famille du tarot et que le tarot a besoin d'être restauré. C'est une espèce d'intuition qu'il a eue comme ça. Et donc il lui a dit, tu veux pas qu'on restaure le tarot ensemble, en pensant que ça prendrait 15 jours. Et ils ont bossé, je crois, d'arrache-pied pendant 2 ans sur ce travail de restauration. Donc ça a été quand même un grand chantier, quoi. Alors, et moi je suis arrivée dans la vie de Jodo au moment où ce tarot venait de sortir. En 97. Alors c'était très marrant parce que, depuis j'ai pas trop changé que ça. Et il y avait en particulier cette carte, la force, je la ramène près de la caméra. Est-ce que... Ouais, pas de problème. Je vais tomber le truc. Voilà, la force du tarot, elle est un peu, elle a le cheveu un peu comme ça. J'avais à peu près la même tête que maintenant, mais j'étais un peu plus jeune. Ah oui, Et donc c'était le nouveau début, et je me rappelle que les élèves de Jodo, quand je suis arrivée dans sa vie et que ce tarot est arrivé aussi, on dit « Ah mais Marianne, c'est la force !» Bon, ils ne croyaient pas si bien dire. Ça a été un vrai grand nouveau début, D'accord, ok. Donc et je me rappelle au début d'ailleurs, Alexandro au départ il lisait avec le tarot de Paul Marteau, qui était le tarot de Marseille classique, donc pendant des années il a étudié le tarot de Paul Marteau, et je me rappelle encore de l'époque où il mélangeait les 22 arcanes majeures de son nouveau jeu avec les 22 arcanes majeures du marteau. Donc le marteau il était bleu à l'arrière, celui-là il est violet, et donc il étalait les cartes comme ça, et selon que les gens préféraient une couleur ou l'autre, il se retrouvait avec un tirage qui était de l'ancien tarot ou du nouveau.
C'est bon, ça c'était pour passer d'un tarot à l'autre. Et ben c'était, tu sais, c'était quelque chose d'extrêmement profond en fait. Parce que c'est la même chose qui aurait dû nous arriver, qui en général nous est pas arrivé. Quand on sort de la mer, on sort avec le cordon ombilical qui est relié à la mer. Et ce cordon devrait encore être là pendant qu'on apprend à respirer. D'accord, ouais. Or maintenant, depuis qu'on a décidé, depuis un siècle, que la naissance était une extraction chirurgicale, on fait quoi? On sort le môme, on coupe le cordon et on se met à respirer comme ça. Et donc cette transition d'un monde à l'autre, qui est en fait une transition où les deux éléments coexistent, l'ancien et le nouveau, c'est ce qu'on a besoin de réapprendre, que ce soit quand on déménage, quand on se sépare de quelqu'un. Et en fait, ce geste fondamental de permettre que l'ancien et le nouveau coexistent en amitié, et qu'en fait, ça soit pas l'un ou l'autre, mais d'abord l'un et l'autre, et que tout naturellement, il y a une chose qui se détache et l'autre qui commence à prendre sa place, c'est la façon dont les fins de cycle et les débuts de cycle fonctionnent dans la nature. Mais comme en général, nous, en tant qu'humanité, on a été extirpés de la mer avec le cordon coupé, une claque sur les fesses pour arriver à respirer, etc. Du coup, le nombre de fois où je vois des gens qui viennent me voir en me disant « Je voudrais faire un nouveau travail, est-ce que je vais y arriver financièrement? Est-ce que je peux quitter mon travail tout de suite ?» Et il y a quand même un truc qui s'appelle les RTT, où la possibilité en général de pouvoir diminuer le temps de travail dans une branche et commencer dans un autre. Et en fait, une solution aussi simple que celle-là, qui est vraiment la solution, tu as l'impression que c'est le truc qui tombe sous le sens, les gens s'illuminent en sachant qu'ils ont le droit de faire coexister l'ancien avec le nouveau. Et voilà, ça pour moi, c'est un des enseignements clés du tarot, par exemple. D'accord, ok. Parce que dans le tarot lui-même, tu as le 10 et le 11, la roue de fortune et la force, par exemple, qui représentent très exactement ça, ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, qui est un passage par une transition douce, en fait. D'accord, ouais. Ou je sais pas, quand on est en train de méditer, on se lève pas d'un bond de la méditation à la vie quotidienne. Il y a un geste à faire de rester en posture de méditation, de retourner l'attention vers l'extérieur, et puis de se lever. Et c'est ça qui permet d'emporter les bénéfices du passé dans le futur. D'accord. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, ça te. Ah, ça si, ça parle complètement. Mais si tu veux savoir sur le tarot, vas-y. Il y a plein de choses déjà. Ce tarot, donc, il a été, on va dire, rénové. Restauré. L'idée, c'est restaurer, au sens où l'idée, c'est qu'ils ont pris tous les tarots qui existaient, les plus anciens, le tarot de Nicolas Convert, le tarot d'Odal, etc. Et ils ont commencé à voir quels étaient les éléments qui avaient potentiellement été effacés ou qui étaient manquants partiellement d'un tarot à l'autre. Et donc, ils ont retrouvé, en fait, dans un tarot, il y avait la tête du serpent, et puis dans l'autre tarot, il y avait le corps du serpent, par exemple, les serpents qui sont au pied de la tempérance. Il y avait un tarot où il y avait en creux, comme ça, l'œuf de la papesse. Donc, en fait, ils ont été récupérer le maximum de symboles qui, à cause de l'impression, tu sais, c'était des formes en bois, et puis les tarots étaient peints au pochoir. Donc évidemment, quand tu peins un truc au pochoir, ça, parfois il suffit de mettre une tache un peu trop épaisse, par exemple, et il y a des éléments qui disparaissent. Donc l'intention était une restauration. Après, je peux pas dire qu'il n'y a pas un élément de rénovation. C'est évident que le tarot, c'est tellement fragile, et puis c'est tellement relié à l'interprétation individuelle que c'est pas exclu qu'ils aient un peu mis leur grain de sel dedans. Mais officiellement, c'est une restauration. D'accord. Alors dis-moi pourquoi on peut projeter n'importe quoi, par exemple comme système symbolique sur le tarot, alchimie, cabale, tout ça, on dirait que ça marche à chaque fois. Alors, il y a deux choses. Le tarot, c'est un enfant ou une émanation des trois grands monothéismes. Donc il a des affinités de base, de fond, avec la sagesse hébraïque, c'est-à-dire entre autres la Kabbale, avec tout ce qui relève ou qui est dérivé de l'hermétisme chrétien, c'est-à-dire entre autres une partie du vocabulaire de l'alchimie, et aussi avec les fondements de la mystique islamique et du soufisme. Par exemple, on dit souvent que le tarot est un miroir. La notion de miroir, par exemple chez Ibn Arabi, c'est extrêmement important. La conscience comme miroir du divin, etc. Donc de ce point de vue-là, le tarot, c'est un enfant de son époque. C'est un enfant du XIIe, XIIIe siècle. C'est vraiment un objet qui a été... un objet ou c'est plus qu'un objet, une structure, disons, qui a été engendrée dans un temps où connaître le réel avec un R majuscule au sens où le réel c'est Dieu, la vérité, al-haq en arabe, c'est un des noms de Dieu,
c'était enfin, tu vois, c'était l'activité principale à l'époque. En fait. Ouais. C'était plus ou moins la plus haute activité pensable. Aujourd'hui, la plus haute activité pensable, c'est d'être PDG de Apple ou de Facebook ou d'être Bill Gates. On est dans un monde qui est ultra matérialiste. Le tarot émane d'une époque où c'était évident pour tout le monde qu'au-dessus du roi, au-dessus du roi, il y avait l'ermite, le mystique. Enfin, c'était clair dans la tête des gens. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il faut le replacer dans son contexte. Et après, étant donné que c'est une structure symbolique, une espèce de mandala en morceaux, une espèce de représentation totale de tous les mondes, comme ça, sous forme d'un jeu, tu me fais de la peine à le... Ah, excuse-moi. Non, mais tu es en train de le traiter comme si c'était un jeu de poker. Il ne faut pas le maltraiter comme ça. Ah bah non, en fait, c'est le bruit que ça fait qui oui. T'as peut-être joué au poker dans une vie antérieure, je sais pas du tout, c'est qu'en fait j'aime bien le toucher sans le regarder, et j'aime bien le bruit, en fait j'aime bien tous les sens. Je l'ai pas goûté, mais voilà. Bon, je vais pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Le tarot, après tout, ça n'est aussi que du papier imprimé, c'est-à-dire qu'un tarot individuel, je te raconterai une anecdote là-dessus après si tu veux. Mais donc, étant donné que c'est une structure qui est d'une immense cohérence, évidemment toute structure cohérente reflète la nature, reflète une autre structure cohérente, etc. Donc le tarot, il a des affinités avec la botanique, puisqu'il date d'une époque où les gens qui l'ont créé regardaient le monde. Ouais. Dans toutes les grandes sagesses, en Inde, il y a des horaires pour la méditation qui correspondent à des temps très spécifiques de la journée, le plein midi, le crépuscule, etc. Donc c'est nous qui avons oublié comment regarder le monde. Tu vois. Et donc si tu regardes le monde, si tu regardes la façon dont la Terre tourne, dont les étoiles bougent, etc., évidemment tu vas très vite rentrer en cohérence et en amour avec le Tao, avec le tantrisme tibétain. Oui, ça c'est incroyable. Avec, évidemment, puisque c'est, si tu veux, les chemins de la sagesse sont nombreux, mais la sagesse elle est une. La voie elle est une, après les voies sont nombreuses. Et la vraie question c'est que la religion c'est pas la voie. La religion, c'est la politisation de la voix. Donc il peut y avoir, par exemple, une religion qui dit qu'il faut que les femmes aient la tête voilée. Sur la voix, je vais me voiler ou je vais faire autre chose pour entrer dans un temple. Au fond, que je me voile ou que j'enlève mes chaussures ou que je me mette, je sais pas quoi, un certain parfum à un certain endroit. Ce qui compte, c'est que je fasse le geste de m'incliner devant ma propre intention d'être sur la voie. Donc quand on parle de la voie du tarot, puisqu'on a écrit un livre qui s'appelle comme ça, c'est vraiment la notion du tarot comme description du chemin vers la source. Alors ce qui est très marrant, c'est qu'on dit souvent que le mat, qui est donc ce premier personnage du tarot, je ne sais pas si je peux, sans rien faire tomber, l'approcher, on le compare souvent au pèlerin de Compostelle. Compostelle, c'est le chant de l'étoile. Donc qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est l'arcane 17 du tarot qui a été chanté abondamment dans un livre par André Breton. Mais l'étoile, c'est une source. Si tu la vois, c'est pas seulement une étoile, c'est une femme qui verse. Donc c'est le pèlerinage vers la source. Le pèlerinage vers la source, c'est le pèlerinage vers un lieu, mais c'est le pèlerinage vers soi-même. Donc évidemment que se mettre en marche et traverser un paysage jusqu'à arriver à l'étoile, ça peut être le chemin de Compostelle, mais c'est d'abord et tout autant trouver le chemin vers soi. Et une fois qu'on est arrivé à la source, on fait l'expérience de la nuit avec la lune, on fait l'expérience du jour avec le soleil. Là, on a un couple cosmique mère-père qui est valable dans tout un tas de contextes culturels. Tu vois, les Bogomiles en Bosnie, ils ont des lunes et des soleils sur leur stèle. C'est pas des gens qui lisaient le tarot. Et une fois qu'on a ce couple cosmique qui est constitué, le couple cosmique engendre une conscience, comme je disais tout à l'heure, l'homme et la femme, ou le masculin et le féminin. Et là, on peut dire qu'on est arrivé au bout du voyage, c'est-à-dire la dernière carte qui s'appelle le monde. Donc, si tu veux, c'est tellement vaste, tout en étant tellement précis, parce qu'en même temps, on est dans un vocabulaire graphique qui est vraiment celui du Moyen-Âge dans le sud de l'Europe, que, évidemment, pour nous, c'est comme si on avait un précis d'anatomie de notre inconscient. D'accord, oui. Tu vois ? Et donc, évidemment, avec ça, on peut faire... on peut réfléchir sur la psychologie, on peut réfléchir sur le chemin spirituel, on peut réfléchir sur la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux placer le microphone ici ou là ou là. Ça répond à tout dans la mesure où notre propre psychisme a une capacité de poser des questions et d'y répondre. C'est un guide chant, on pourrait dire, le tarot. C'est un guide. Un guide de haute montagne, sauf que la haute montagne,
elle est à l'intérieur. C'est comme un support pour l'intuition en fait. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Parce qu'un support pour l'intuition, tu peux prendre un autre jeu de cartes. Moi j'adore, quand j'ai envie de faire la faux folle, je me prends la carte de la loterie mexicaine. Tu vois comment elles sont? Je vois pas. Il y a la sirène, l'ivrogne. En fait, c'est un jeu comme pour jouer au loto, sauf que c'est avec des petites cartes. Donc c'est très poétique. Il y a le cactus, la crevette, etc. Donc c'est plus un roman. Ça peut être un support pour l'intuition. Mais c'est, comment dire en français, c'est au pif, c'est au hasard. Il n'y a pas de structure organisatrice. Le tarot, c'est la proposition de la croissance de l'être humain vers sa plus haute possibilité. D'accord. Donc c'est plus qu'un support d'intuition, c'est un tuteur. D'accord. C'est un maître intérieur. Moi, j'aime pas tellement employer le mot maître parce qu'il est un peu mis à toutes les sauces. Mais oui, on peut être quand même un disciple du tarot. Ouais. Ouais. Ou disons qu'on peut être... Disons que le tarot peut marcher main dans la main avec tout enseignement vraiment cohérent. Même un enseignement de la musique, on pourrait dire, ou même un enseignement... Tu vois, en Inde, le gourou, c'est aussi le professeur de musique. C'est un mot qui est très mal vu en français, le mot gourou. Mais en fait, le gourou, il y a deux étymologies. C'est celui ou celle qui a du poids, et c'est celui à qui on demande de nous faire passer de l'obscurité vers la lumière. Bon, le tarot, il marche main dans la main avec cette intention-là. Acquérir le juste poids et s'éclairer de plus en plus. D'accord. J'imagine que ta relation au tarot a dû changer pendant toute ta vie, quoi, selon ton évolution. Et aujourd'hui, quelle utilisation t'en fais du tarot? Ma relation au tarot, elle a commencé parce que j'avais une mère qui était en train de divorcer de mon père. J'avais 17 ans, c'était un peu le souk à la maison. Et ma mère voulait que je lui lise le futur. D'accord. Donc ça, c'était le degré 0. Après, il y a eu un moment, 2-3 ans après, où j'ai jeté tous mes tarots en disant, tant qu'on m'aura pas prouvé que c'était un livre sacré, j'y toucherai plus. J'avais 20 ans, je sais pas d'où est tombée cette intuition, justement. Après, il y a eu toute la phase avec Alexandro où j'étais en mode d'apprentissage, en fait, et d'un enseignement un peu formel. Parce que, évidemment, quand tu viens d'écrire un livre sur quelque chose, tu peux tomber dans le piège de te prendre pour la gardienne d'une orthodoxie. Je suis tombée dans ce piège-là pendant quelques années. J'en suis sortie. D'accord. Mais c'est vrai que quand tu as mis 5 ou 6 ans de boulot dans un livre, ça peut te transformer un peu en maîtresse d'école. Et donc, mon rapport avec le tarot, il est que j'ai appris à... Je vais peut-être dire un gros mot, mais vraiment à jouer et même à faire l'amour avec lui. D'accord, oui. Je peux te montrer, si tu veux, ce que je veux dire de façon très concrète. Je peux faire l'amour avec le tarot, vas-y. Non, mais par exemple, tu vois, faire l'amour avec le tarot, c'est... alors, il se trouve que c'est le pendu qui est sorti. C'est l'imprimer dans ce format-là. Parce qu'évidemment, d'avoir le pendu avec... Ça, c'est top. Tu vois, ça change tout. Bah oui. Et en plus, celui-là, il est en dur. Ouais. Donc, on peut en faire complètement autre chose que si c'était des cartes. Ou alors, ça peut être... On va presque faire du surf avec, je suis sûr. Pratiquement. Le plus grand, je peux pas le sortir parce qu'il rentrera pas dans ton écran. Ah, mais ouais. tu vois, celui-là, je me suis débrouillée parce qu'il y a des pays où quand même imprimer les choses en grand format, c'est moins cher qu'en France. Ouais. En France, je sais pas les moyens de le faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un tarot? Alors, évidemment, les couleurs sont pas exactement exactes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est 30 ou 40 dans une pièce et qu'on a des cartes qui ont un degré de résonance de cette taille-là? Non mais c'est trop top. D'avoir ça, c'est tellement essentiel. C'est beau, hein? Ouais, déjà et j'en ai carrément un qui fait 2 mètres de haut. Ça, je peux pas te le sortir parce qu'il est roulé, qui est en noir et blanc et qui est juste... Alors là, quand tu mets ce tarot-là dans une pièce, d'abord, il faut avoir une pièce de 12 mètres sur 12, donc c'est rare. Mais même quand je mets juste quelques cartes dans une pièce, tu vois, c'est vraiment... Ils font 2 mètres carrés, quoi. Quand je veux travailler dans un lieu que je connais pas, qu'on m'appelle pour faire un stage ou une conférence, des fois j'emmène ce tarot-là, le grand tarot de 2 mètres qui pèse 1 tonne. Et quand on commence à les coller au blue tack, au mur comme ça, ça change l'énergie de la pièce. Donc une fois, par exemple, on m'avait demandé à Barcelone de donner un stage sur le féminin et le masculin. Il se trouve que c'était un moment où je venais de me faire quitter par quelqu'un dont j'étais très amoureuse. J'avais pas du tout envie qu'il s'en aille. En plus, il était parti retrouver une nana qui habitait justement à Barcelone. Donc, j'étais pas vraiment dans le meilleur état possible pour donner ce stage. Et de façon complètement comme ça, au pif, je venais de rencontrer un ami qui faisait du travail corporel et qui dansait très bien le tango. J'ai dit, viens avec moi, tu vas enseigner avec moi. Je te donnerai...
voilà, je te donnerai un tant pour cent de ce que je vais gagner. Je sais pas encore combien je vais gagner, ce sera pas grand chose, il y aura pas beaucoup de monde, mais viens avec moi. Donc je me suis appuyée sur quelqu'un et j'ai amené tous les couples du tarot qu'on a scotché dans la pièce. Et en fait, le stage s'est terminé, on était en train de danser le tango dans la pièce devant les couples du tarot, tu vois. Je pouvais pas du tout m'attendre à ce que ça se passe comme ça, mais je peux dire que c'est littéralement l'énergie des cartes de tarot qui m'ont permis, alors que moi, je voulais qu'une chose, c'était me mettre dans mon lit, pleurer, tu vois, et faire mon deuil, parce que c'était très récent, c'était vraiment une semaine avant. Et donc là, je me suis aperçue que le tarot, il avait une dimension. Chez les Navajos, il y a ce qu'on appelle des peintures de guérison. Quand les gens sont malades, on les met dans une hutte et on leur pose des peintures sacrées sur eux. Et il y a tout le travail qu'a fait Rupert Sheldrake sur les ondes de forme. Le tarot, c'est aussi des ondes de forme. C'est aussi c'est aussi pas une géométrie, puisqu'en l'occurrence, c'est des plans d'une géométrie sacrée, on pourrait dire. Donc ça, je me suis de plus en plus approchée de cette dimension, à nouveau sensuelle, très incarnée du tarot. J'ai inventé aussi une façon de le lire en le théâtralisant. J'appelle ça la constellation tarologique. Donc je fais respirer les gens devant les cartes, j'ai fait bouger avec les cartes, etc. Et après, au lieu de faire juste une lecture, la personne fait son casting avec les gens qui sont là. Et donc les gens jouent le tarot, mais pas forcément avec des mots, ils le jouent en gestes. Et en fait, il se passe des choses étonnantes. On voit vraiment ce que le tirage veut dire pour la personne qui a tiré les cartes, etc. Donc c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, il y a une façon de restituer au tarot ce qui, à mon avis, était son intention au départ. C'est qu'en fait, c'est une indication de temps et d'espace, ces images. C'est-à-dire que quand tu vois 3 cartes, c'est pas comme on fait d'habitude. Ah ben je lis l'explication de la carte numéro 1, d'accord. L'explication, en fait, c'est un film. Donc il faut apprendre à lire l'espace qui est entre les cartes. D'accord. Il faut apprendre à lire la transmutation d'une carte dans l'autre. À la limite, qu'est-ce qu'il y a autour d'une carte en particulier? Une carte comme l'amoureux, que je peux sortir là. Je savais pas que j'allais sortir mon tarot géant, mais l'amoureux du tarot, tu vois, en principe, en apparence, c'est 3 personnes. Tu vois? Ah oui. 3 personnes. Oui. Mais si tu regardes bien, ça pourrait être une ronde qui continue. Bien sûr, jusque-là. Donc c'est ça, quand on voit ces cartes-là, il faut pas s'arrêter à l'endroit où il y a les bords. Il faut arriver à respirer avec l'énergie de la carte suffisamment pour te dire, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui? Ah bah oui, peut-être qu'en fait c'est une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Peut-être que c'est cette alternance du féminin et du masculin qui est constamment guidée comme ça par ce petit ange, ce petit Eros qui est un peu le précipité de notre affectivité enfantine. Tu vois, on peut se poser plein de questions. Et ça devient ludique. C'est plus, bonjour Madame Irma, est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce machin-là? Est-ce que cet homme est bon pour moi? Bien sûr qu'il faut répondre à l'inquiétude, bien sûr qu'il faut questionner ce processus de questionnement qu'on a tous en nous. Mais avec l'amour de cette œuvre d'art merveilleuse qu'est le tarot. Alors, le tarot Camouin-Jodo, où tu m'as dit, toi, que tu travaillais aussi un peu avec le tarot Dodal aujourd'hui, le Noblet, tout ça, en fait, c'est un même tarot. Le Camouin-Jodo, c'est une proposition de dire, voilà, quand vous avez le Dodal, quand vous avez le Convert, quand vous avez le Noblet, quand vous avez le tarot de Grimaud, regardez, nous, on a dans notre tarot tout ce qu'il y a en commun, enfin, tout ce qu'il y a séparément présent dans ces tarots-là. Donc voilà, après, moi, tu vois, c'est vrai que ce tarot aussi, je lui dois tellement, il m'a tellement donné que j'ai une fidélité de fond pour lui, mais ça m'arrive de lire d'autres tarots de Marseille avec en tête, parce que j'ai complètement intégré les archétypes tels que Jodorowsky et Camoin les ont restaurés, D'accord. Mais c'est une puissance très très bienveillante, le tarot, qui a été traité comme une serpillière à peur et à prédiction toxique. Mais c'est vraiment une œuvre d'art sacré extraordinaire. J'ai une question délicate maintenant. Vas-y. Il n'y a que les réponses qui sont délicates. La responsabilité m'incombe. Dis-moi. Elle est délicate pour moi ou pour d'autres. Qu'est-ce qui peut certifier qu'on peut commencer à lire pour les autres, le tarot? Moi, je dirais, et ça, c'est vraiment pas ma réponse, c'est la réponse d'Alexandro. C'est lui qui a inventé ça et je pense qu'il a été mu par une sagesse profonde quand il a inventé ça. Lui, jusqu'à il y a très peu de temps encore, maintenant il a 86 ans, ça va, il a quand même le droit de se reposer et de récupérer les fruits de sa longue carrière d'artiste et d'éclaireur. Donc
il est plus tous les mercredis en train de lire le tarot gratuitement en bas de chez lui, ce qu'on peut comprendre. Mais pendant des années, tous les mercredis, il était dans un café, sans rien demander à personne, sans qu'on vienne le filmer, sans être connu, sans que personne n'en parle. Et il lisait le tarot gratuitement à qui se présentait, au tout venant. Et moi, j'ai vraiment vu des gens qui venaient, vraiment avec des questions, justement des questions pour la voyante, quoi. Il y avait de tout. Des gens qui étaient alcooliques, à l'époque, les gens fumaient dans les cafés. Alexandre, il déteste l'odeur du tabac. Il sentait pas le tabac. Donc, qu'est-ce qui garantit qu'on peut commencer à lire le tarot aux autres? Je dirais une période de don de soi, une période monacale, dans laquelle on s'engage à le faire régulièrement, gratuitement, sans se faire de publicité. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, je fais le tarot gratuit, vas-y que je réponds aux journalistes, que je me mets un article de journal qui parle de moi sur la porte du truc, que je donne ma carte d'identité. Non, ça c'est comment ça s'appelle? C'est une tête de gondole. On appelle ça, ou c'est un geste commercial. Non, anonymement, gratuitement, comme l'a fait Jodo, comme je l'ai fait moi à l'époque, anonymement, gratuitement, tu fais ton noviciat. Tu fais 1 an, 2 ans de tentative. Et tu dis aux gens, voilà, si vous tenez absolument à me donner quelque chose, vous pouvez. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est que vous me disiez, que vous reveniez me dire, ou que vous m'écriviez pour me dire, est-ce que ça vous a vraiment servi ce que j'ai fait? Est-ce que ça a fait sens pour vous? Comme ça, tu peux pas te permettre de les violenter, tu peux pas te permettre de les sidérer, tu peux pas te permettre de leur raconter n'importe quoi. Tu te présentes humblement comme quelqu'un qui est en formation. Et tu fais ça gratis. Évidemment, en étant ouvert que si quelqu'un a beaucoup de gratitude pour toi et que cette personne veut absolument t'apporter une tarte aux fraises ou te filer 10 €, tu lui dis pas non. Mais sans rien demander et sans rien imposer. Et en laissant ouvert un espace de feedback. Ça, pour moi, c'est la sécurité absolue. Parce que si les gens te répondent rien, il faut te demander. S'ils ne reviennent pas te voir. Et si quelqu'un t'écrit en te disant, bah là, vous avez fait une erreur, j'ai pas du tout aimé votre lecture, et ben, tu te l'avales. Moi, ça m'est arrivé de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais il n'y a que ça qui peut te faire grandir. Et comme il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas d'école jodorowskienne à proprement parler, bon, il y a quelques personnes dont moi d'ailleurs, qui donnent des cours et tout ça, mais on peut pas vraiment dire qu'il y a une école ou qu'il y a une profession. Alexandro, c'est quelqu'un d'essentiellement libre, qui a fait ces choses-là comme il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est-à-dire, oui, comme un artiste, comme un électron libre, quoi, tu vois. Donc, on peut ni ratatiner ça, comme j'ai eu la tentation de le faire à une époque, en disant, voilà, c'est une école, il faut être prudent, machin, ni se prendre pour Alexandre et se dire, ouais, moi, je suis un électron libre, je fais ce que je veux. Non, il faut que chacun trouve sa mesure, et tu trouves ta mesure comment? En général, par la discipline, la gratuité, le don, et l'amour, ça veut dire être disponible pour la relation à l'autre. Vraiment, ça, je pense que ce sont des points d'appui qui sont infaillibles. Tu vois? Donc ce serait ça mon conseil. D'accord, donc pour se tirer le tarot entre amis, on va dire, quand quelqu'un te le demande. Alors ça, moi, c'est pour ça que je trouve ça bien d'avoir une adresse où tu tires le tarot une fois par semaine. C'est que, dans un premier temps, je conseillerais pas trop de le faire. D'accord. Parce que c'est beaucoup plus difficile de lire le tarot à quelqu'un qu'on connaît qu'à quelqu'un qu'on connaît pas. Oui. Donc du coup, si t'es dans un café tel jour à telle heure et que tu as des potes qui veulent que tu leur lises le tarot, tu leur dis d'accord, mais à ce moment-là, venez au café. C'est pas pour me la péter, c'est pas pour frimer, c'est juste parce que je suis dans un état plus impersonnel à ce moment-là, et que ce que je vous lirai en étant plus dans mon axe. Moi, aujourd'hui, je peux lire le tarot. Moi, j'ai 20 ans de pratique, pratiquement aujourd'hui. Donc, en règle générale, je peux quand même lire le tarot à quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que je connais, ou me lire le tarot à moi-même. Mais ça m'arrive encore de ne pas y arriver, ça m'arrive encore de me tromper. Et dans ces cas-là, quand j'arrive pas à me lire le tarot à moi-même, qu'est-ce que je fais? Je demande à une des personnes qui a appris avec moi de me le lire. Mais je le demande solennellement. Je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce que tu veux bien me lire un tarot? Qu'est-ce qu'on fait comme échange? Si je leur dis que je vais leur payer, en général, ils veulent pas, parce que dans l'ensemble, les gens qui ont appris avec moi, on a des bonnes relations, donc ils ont plutôt de la gratitude. Mais je cadre toujours. Parce que cadrer, ça évite de banaliser. Et banaliser, c'est désacraliser. Et désacraliser, c'est perdre la puissance intrinsèque du tarot, qui est la puissance d'une œuvre d'art sacré. Alors, j'ai vu que tu étais passé par plusieurs voies différentes. Donc, il y a la voie du tarot. Il y a, je vois que tu as été dans les
l'école d'Alex... comment il s'appelle? Jardin. Non, je m'efforce au jour d'aujourd'hui. J'ai une seule... Il y a une seule voie spirituelle à laquelle je suis très délibérément et très clairement attachée, mais ça relève de mon cheminement intime, et c'est la voie spirituelle proposée par Arnaud Desjardins, dans laquelle je m'efforce de suivre l'enseignement qu'Arnaud propose. Après, il y a eu dans ma vie, jusqu'à ce que je rencontre... Alors, j'ai rencontré Arnaud physiquement, entre guillemets, je dirais presque sur un mode de la sociabilité, en 1998, parce qu'il était proche d'Alexandro, pour qui il avait beaucoup d'affection. J'étais la compagne d'Alexandro à l'époque, et Alexandro a été invité à Hauteville, à l'ashram d'Arnaud Desjardins, où une fois par an, il y a une assemblée générale, où, en raison justement de la grande ouverture qu'avait Arnaud Desjardins sur justement les voies spirituelles, les autres voies spirituelles, traditionnellement l'Assemblée Générale de Hauteville, c'est l'occasion de rencontrer des représentants d'autres voies spirituelles. Et il y a eu une année où Arnaud a eu envie d'inviter des gens qui n'étaient pas des représentants de voies spirituelles, qui étaient un peu justement des électrons libres. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Steven Jourdain, qui est décédé depuis, qui avait eu un éveil spontané. Il y avait Jacqueline Callen, qui est une écrivain de spiritualité. J'ai rencontré aussi à cette occasion Daniel et Colette Roumanoff, qui sont les parents de la comique Anne Roumanoff, mais qui sont aussi, et je dirais presque surtout, de grands disciples de Swami Prajnampad, qui a été le maître indien de Arnaud Desjardins. Donc Daniel Roumanoff a fait un travail absolument extraordinaire, remarquable de compilation et traduction de tout ce qu'on a de Swami Prajnampad. Et son épouse Colette l'a énormément assistée, puis elle est aussi metteur en scène de théâtre. J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec elle en tant que comédienne d'ailleurs. Et donc cette année-là, j'ai rencontré Arnaud physiquement. Mais à l'époque, j'étais pas prête ou en demande pour m'engager vraiment dans une voie spirituelle, au sens où je pense que je savais que... Ce que je savais, c'est que quand on s'engage sur une voie spirituelle, en fait, c'en est fini de l'insouciance. Oui. Même si c'est au nom du fait d'approfondir vraiment quelque chose que l'âme, l'être profond demande très fort. Et je pense que j'avais besoin d'un petit sursis encore. Et donc j'ai rencontré un certain nombre de gens dans mon cheminement qui, je crois, ont été tous des alliés en fait pour ce que je vois aujourd'hui comme étant vraiment le but, qui était effectivement le fait de faire de moi quelqu'un qui allait consacrer sous des dehors, sous une apparence légère, mais quand même l'essentiel de sa vie à la recherche spirituelle. Donc le premier contact que j'ai eu avec la spiritualité, c'est avec un enseignant zen, dont je suis toujours la traductrice aujourd'hui, qui s'appelle Russell Delman, qui était professeur de la méthode Feldenkrais. Et puis il y a eu donc, grâce à Alexandro Arnaud Desjardins, et dont j'ai compris plus tard à quel point cette rencontre avait été en fait fondamentale. Et puis il y a quelqu'un très peu de temps après qui est entré dans ma vie, entre guillemets, enfin qui y était entré avant par le biais d'un livre en fait, parce que j'avais lu Les 7 plumes de l'aigle de Henri Gougaud en 1995, justement au moment où je partais en Bosnie. Et donc j'avais été éblouie par ce livre, éblouie. Aussi parce que j'étais déjà dans la méthode Feldenkrais, dans un travail sur le sentir, mais je pensais que c'était une fiction. Et au moment où j'étais avec Alexandro, peu de temps après avoir rencontré Arnaud Desjardins physiquement, en 98, je vois un jour à la télé, on était en train de zapper, Alexandre regardait la télé, quelqu'un qui parlait avec un aigle derrière lui, et je dis attends, arrête, je voudrais l'entendre. Et Alexandre dit ah oui tiens, c'est intéressant ce qu'il raconte cet homme-là. Et cet homme, c'était Louis Sansa, qui est donc le héros du livre Les 7 plumes de l'aigle de Henri Gougaud, dont je ne savais pas du tout à l'époque qu'il avait été l'élève de Idriss et Omar Ali Shah, donc des grands maîtres soufis du XXe siècle. Et moi, j'ai juste senti un appel du cœur vers cet homme qui avait un accent très particulier. Il était originaire de Cordoba, en Argentine. Et les gens de Cordoba, ils ont un accent où ils mettent... l'accent tonique à des endroits absolument imprévisibles. Alors c'est très marrant parce que l'autre jour j'ai vu une jeune femme de Cordoba qui parlait italien et elle faisait la même chose. Et donc il y avait cette espèce d'accent très étrange et je me suis dit mais il faut que je le rencontre, où est-ce qu'il est? Et évidemment parce que la vie, quand la demande est très forte, la vie répond. Quelques mois plus tard, quelqu'un m'a parlé de lui et j'ai commencé à aller le voir dans son atelier qui était très près d'ici. D'accord. À Paris? Oui, tout près d'ici, à Fedab Chaligny. Il était artiste lacqueur, Louis, et peintre.
Il était aussi professeur d'aquarelle pour les ateliers de la ville de Paris. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu le réflexe de m'inscrire à ses cours de peinture et aujourd'hui je le regrette infiniment. Je pense que ça devait être vraiment... Mais je crois que comme chaque fois qu'on s'approche de quelqu'un qui a une intensité d'être aussi forte, la résistance se met en place. Moi, consciemment, j'aimais Louis de toute mon âme et tout ce que je voulais, c'est être le plus souvent possible près de lui. D'ailleurs, ça plaisait pas beaucoup à Alexandro à l'époque, qui avait un peu l'impression que je lui faisais des infidélités, même si c'était des infidélités très chastes. Et pourtant, je me rends compte aujourd'hui que je me suis beaucoup privée de lui, c'est-à-dire que je l'ai suivi on and off pendant environ 3 ans. Et puis il y a eu un moment où je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'aller à l'atelier. Mais en fait, j'avais fait toutes les rencontres nécessaires, dont une rencontre avec la personne qui a écrit le livre que tu viens de montrer à l'image, qui s'appelle Robert Emery, qui a été un très proche de Louis Sansa, et qui nous a fait l'immense cadeau récemment de publier ce livre qui en fait ne sont que des enregistrements audio de Louis. Donc c'est extraordinaire parce qu'on l'entend parler. C'est du direct. Et cet homme était une source d'une parole de vie, une parole de feu, une parole d'eau, une parole d'éther, une parole de conscience. Sa parole était incomparable à quoi que ce soit d'autre. Je pense que pourtant il faisait des lacs magnifiques et moi j'aime beaucoup sa peinture, mais sa parole était... c'est indescriptible, c'était une parole de fécondation, d'enseignement. L'entendre parler, c'était... je sais pas, c'était comme de voir le soleil se coucher sur le Gange, c'était extraordinaire, quoi. Et dans ce livre, on l'entend parler. Il faut absolument que ce livre soit traduit, publié dans tout un tas de langues, parce que c'est Louis vivant, ce livre. Et donc voilà, je peux pas en dire grand-chose, je suis pas habilitée à parler de Louis Sansa, je suis pas une enseignante. Pourrais-tu résumer la voie du sentir ou pas? Écoute, la voie du sentir, comme son nom l'indique, ça consiste à lâcher prise de tout ce qu'on sait pour faire confiance à la sensation vécue du corps physique sans en faire une technique. Moi, c'est ça que j'en ai compris. C'est-à-dire que Louis, il nous faisait travailler, par exemple, sur un travail de nettoyage des mémoires, de remémoration sensorielle positive. Ça commençait comme ça. Donc on baignait notre être entier déjà dans l'évidence du fait que à chaque instant, si tu te demandes là, si tu te dis là, tu fermes les yeux et tu te dis depuis que je me suis levée ce matin, est-ce qu'il y a eu un événement sensoriel positif dont mon corps se souvient? Et tu vas voir que oui, c'est peut-être même quelque chose que sur le moment, ta caboche a jugé négatif. Les gouttes de pluie qui fouettent mon visage au moment de descendre de l'autobus pour aller rue Saint-Sébastien récupérer la serrure du secrétaire. Cet instant très précis, que je ne peux même pas verbaliser, de descendre du bus, je n'avais pas compris qu'il pleuvait, et cette toute petite, un peu comme des toutes petites piqûres. Et au fond, si je fais confiance à mon corps dit que cet instant, c'est un instant de joie, de gratitude, de communion, que j'ai même pas enregistré. Et pourtant, je sais que je pratique. Et donc voilà, Louis, entre autres 1000 choses qui sont très très bien dites dans ce livre où on l'entend parler, c'était quelqu'un qui nous... Je me rappelle sur sa porte, il y avait marqué « Louis Sansa, restauration ». Évidemment, c'était un jeu de mots comme il en était très friand, parce qu'il était capable de restaurer des laques très très anciennes et extrêmement précieuses, avec une technique éblouissante, la poudre d'or et tout un tas de choses que je ne connais pas. Mais il faisait la même chose avec nous, c'est-à-dire qu'il restaurait en nous la capacité d'être, la capacité de prendre un fruit dans nos mains et de juste prendre le temps d'être présent à ce fruit avant que ce fruit ne nous mange en étant mangé par nous. C'est-à-dire que la mangue ou la pomme devient moi, mais moi je deviens la pomme. Ça peut paraître un peu cucul-à-praline quand c'est dit comme ça, mais ce dont je voudrais témoigner par rapport à Louis, parce que ce livre parle de lui en ses propres termes, beaucoup mieux que je n'en parle moi-même, c'est quelqu'un qui a restauré en moi la confiance dans le féminin. Ça s'est pas fait tout de suite. Moi j'étais quelqu'un qui était très guerrière, très intellectuelle, très structurée, et paradoxalement d'ailleurs c'est en grande partie ça que j'ai apporté
à Jodorowsky, c'est-à-dire que j'ai structuré une partie de ce qu'il avait à dire, donc quelque part je me suis presque plus comportée comme un chevalier que comme une dame à ce niveau-là. Et Louis nous disait, le chamanisme, puisque lui avait été initié au chamanisme très jeune et il était revenu au fondement du chamanisme à un moment donné de son parcours, il disait le chamanisme c'est le féminin de l'être, le chamanisme c'est la concavité, c'est la capacité de capter, d'ovuler. Il parlait beaucoup de Maître Eckhart. J'ai lu depuis les sermons de Maître Eckhart, les sermons au Béguine, où Maître Eckhart parle de cette virginité fondamentale de notre être qui est féminine et qui est notre capacité d'engendrer quand on est touché par le réel. Être touché dans notre virginité par le réel qui se manifeste comme le vol d'un oiseau au ciel ou comme un rayon de soleil, et d'être vierge et femme, c'est-à-dire complètement libre de tout, et puis quand on est fécondé, capable d'être féconde. Et donc j'ai compris, après, Louis a quitté son corps, a quitté sa forme physique, je crois le 15 juin de l'année 2011, peu de temps avant Arnaud Desjardins d'ailleurs, qui est décédé le 10 août de la même année. Et au moment où il est mort, où j'ai appris la nouvelle de son décès, peu de temps, quelques jours après, quelques semaines après, comme parfois ça arrive, j'ai commencé à comprendre, à sentir, à voir, je me suis penchée sur ce jardin vide que j'étais, et j'ai vu tout ce qu'il avait ensemencé. J'ai vu littéralement, je sais pas, oui, des rosiers, du jasmin, enfin, j'ai dit, bon sang, mais c'était ça qu'il voulait dire. Et il y a eu vraiment, voilà, je peux parler que d'amour et de gratitude. Officiellement, la voie dans laquelle je m'exerce, dans laquelle j'avance, c'est la Dhyatma Yoga de Swami Prajanpad, enseignée par Arnaud Desjardins. Mais il y a cet amour et cette gratitude pour lui, ce qui me permet d'être... je pense qu'il me permet aujourd'hui de travailler, de vivre et de transmettre à partir du féminin de l'être. But que Alexandro d'ailleurs avait beaucoup souligné. Alexandro parlait énormément de l'importance du féminin. De la complémentarité. La complémentarité, etc. Mais le comment faire, comment atterrir dans ce qui est là, dans ce qui est évident et à quoi on n'a pas accès, parce qu'on vit dans un monde qui n'encourage pas cette dimension du féminin. On vit dans un monde pour lequel le sentir, la lenteur, l'obscurité, la douceur, la soumission, une soumission heureuse et dilatée, l'humidité et cette intrinsèque et intense dignité du féminin. Tu vois, donc il faut approcher, il faut être le chevalier de sa propre dame, il faut l'approcher avec une grande circonspection et beaucoup de respect. On ne nous donne pas une façon d'agir pour ça. Et moi je peux dire que de ce point de vue-là, Louis a été quelqu'un de crucial sur mon chemin, vraiment crucial. Enfin il l'est toujours d'ailleurs, parce qu'il est dans un certain plan de manifestation, il est toujours là et il nous le fait savoir. Mais voilà, je peux en parler qu'avec beaucoup d'amour, aucune autorité. J'ai aucune autorité sur le sujet. D'accord. Ah, c'est très beau. J'ai vu aussi que tu t'étais intéressé beaucoup à l'islam, au Coran. Alors ça s'est passé récemment pour plusieurs raisons. D'abord c'est par volonté de faire contrepoids à ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je me suis dit, mais... à un moment donné, je me suis dit, mais je suis là en train de répéter comme un perroquet derrière Jodorowsky que le tarot est aussi coranique, j'ai jamais lu le Coran, qu'est-ce que je fous? Donc, il se trouve que pour X raisons, le moment où dans ma vie où la voie spirituelle est devenue vraiment quelque chose d'important, il y a eu des contacts à ce moment-là avec plusieurs voies ou plusieurs communautés émanant d'une souche coranique, dont des communautés soufis ouvertes qui, par exemple, ouvrent la pratique du dhikr, de la remémoration verbale à des gens qui ne sont pas musulmans. Donc déjà, j'ai été hyper touchée par cette dimension d'accueil. J'avais été touchée par l'islam en Bosnie. Et j'avais été touchée par la manière dont un islam tolérant et mystique et à grande tendance soufie pouvait imbiber une société et la qualité d'amour qui se dégageait de cette société. Donc il y avait je pense que j'avais un a priori contre le texte du Coran, entre autres par féminisme, parce que c'est vrai qu'il y a certaines versions du Coran où on a quand même un peu les yeux qui sortent de la tête.
Et donc petit à petit, je m'en suis approchée délibérément, au point d'ailleurs d'apprendre certaines sourates en arabe, d'essayer d'approfondir un peu, pour chercher les résonances coraniques dans le tarot. Parce que je me suis dit, je suis là en train de prétendre qu'il y a une dimension coranique du tarot. Alexandro a assez peu approfondi la chose. C'est vrai, c'est vrai. Et alors là, il y a quelque chose qui a commencé à avoir lieu, parce que d'un seul coup, bah oui, parce que quand tu cherches l'amour dans l'islam, tu le trouves. Hein. Ouais. Tu le trouves, et tu le trouves très très fort, quoi. Donc, à commencer par les témoignages d'Arnaud Desjardins, justement sur les soufis qu'il a connus en Afghanistan, à commencer par les quelques tarikas soufis avec lesquels j'ai eu des contacts, celle de Shiran Tiran à Istanbul, qui est une voix dans la lignée de Rumi, et d'autres à Paris, la lecture de Rumi, la lecture de Ibn Arabi, j'ai été au festival Soufi à Fès, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui s'est mis en place et qui pour moi a été une restauration en fait, ça a été une façon de travailler sur ma propre bêtise, fermeture, la manière que j'avais d'être, de façon infime, hein, parce que j'étais pas du tout anti-islamiste ni rien, mais j'avais quand même une petite distance, tu vois, je me disais, ah oui, mais quand même. Et ça a été bouleversant pour moi, parce que ça a été renoué aussi avec tout ce que j'avais reçu à Sarajevo à l'époque où j'y étais. Et puis voilà, on trouve des choses dans le tarot. C'est encore un peu du work in progress. Tu retrouves des c'est-à-dire que je me suis dit, dans le tarot, il y a, par exemple, je me suis dit, il y a une carte où il y a le mot Dieu, c'est l'arcane 16, la maison Dieu. Oui. Très bien. Il y a une carte où il y a le tétragramme Yod et Vav, et c'est dans la tête de l'arcane 13. C'est pas possible qu'il n'y ait pas Allah quelque part. Donc j'ai commencé à chercher, comme je n'écris pas l'arabe, j'ai cherché, comme fait tout le monde, hein, sur internet, les calligraphies possibles du mot Allah. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une des calligraphies possibles du mot Allah qui était très exactement reproduite dans la pointe de l'aile de l'ange de la tempérance. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que si le mot Allah est quelque part, ça me semble logique qu'il soit dans l'aile d'un ange, tu vois. Ouais. Alors ce qui est très rigolo, c'est que du coup on a l'arcane 13 où on a Yod et Vav et, l'arcane 14 où on a Allah, après on fait un petit saut par le diable dans l'arcane 15, et on a la maison Dieu dans l'arcane 16. Ça c'est l'humour du tarot. Voilà, par exemple. Donc, c'est génial. Et l'arcane 17, par exemple, quand tu regardes les détails de l'arcane 17, il y a beaucoup de liens dans l'arcane 17, dans la configuration du paysage, avec la sourate de Marie dans le Coran, qui est le moment où Marie, fatiguée, est au bord du désespoir, et où une voix lui vient d'en bas, elle lui dit « Ne sois pas triste, j'ai fait couler un ruisseau à tes pieds, il y a des dattes dans un arbre. » Bon, ce ne sont que des rapprochements. Je ne peux pas dire que le tarot est particulièrement les arcanes majeures, puisque les arcanes majeures représentent la figure humaine, etc. Et ça, c'est pas du tout islamique, si tu veux. Mais c'est une manière de retrouver cette fraternité avec l'islam, cette fraternité avec le Coran, qui était celle de ceux qui ont conçu le tarot. Ouais. Et voilà, donc ça, moi, c'était juste un travail de nettoyage de mes propres préjugés, aussi infimes soient-ils. Il faut vraiment faire la chasse à ses propres préjugés dans tous les sens. Ok. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que tu voudrais tirer un arcane au hasard en brassant? Alors déjà, moi, je ne brasse pas, je mélange. Pardon. Je mélange, ou plutôt l'ange se met tout seul. Donc tu veux que je tire une carte et que j'en parle? Ouais, voilà. Je veux bien. Qu'est-ce que c'est l'intention? L'intention, c'est que en fait, tu exprimes ce que tu as au fond de toi en t'inspirant de cet arcane. Ah, tu veux que je me déshabille en fait? D'accord. Eh bien écoute, je peux bien essayer. Qu'est-ce que le tarot? Je vais me proposer comme intention. Qu'est-ce que le tarot, mon ami et mon maître le tarot, me demande de montrer que j'ai pas eu l'occasion, que j'ai pas pensé à montrer pendant cette interview. Voilà. Le chariot. Alors le chariot, je vais le sortir en grand. Le chariot, c'est pas une fille, c'est un garçon déjà, donc c'est un peu bizarre, moi qui ai tellement parlé du féminin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Peut-être que le tarot veut parler de toi. Le chariot, évidemment, la première chose qui me vient à l'esprit avec le chariot, c'est la notion du voyage, puisque c'est une carte qui apparemment voyage. Je dis bien apparemment parce que les roues du chariot sont enfoncées dans la terre ou sont d'accord avec le mouvement de la terre. Donc évidemment, le chariot, ça parle de l'action dans le monde, du voyage, etc. Mais plus fondamentalement, ça parle de la seule action véritable à laquelle on peut aspirer, qui est le service. Servir ou tenter de servir, parce que
justement dans l'islam, la station du serviteur, c'est une station très 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 élevée à laquelle on n'a pas vraiment encore accès. Le serviteur, c'est le prophète de l'islam au moment où Dieu le fait voyager dans les cieux, tu vois. Donc c'est le service. Le service, c'est être capable d'agir non pas en fonction de qui on est, de ce qu'on veut, ni même de comment on a été formaté, mais d'agir vraiment en fonction de ce que demande la situation. Donc ce que me rappelle le tarot à cet endroit-là, c'est de dire que cette interview, comme tout ce que je fais, je me serais trompée, je l'aurais pas fait comme il faut, mais j'aurais tenté d'agir en fonction de ce que me demandait la situation. Je tente. Magnifique. Merci beaucoup Marianne pour tout. Et puis le tarot, c'est toi, bien sûr. Ah oui, toujours. Alors je m'efface et je te remercie d'avoir eu l'idée de me mettre dans un écran. Ouais, il est plus petit, mais... Ça. Merci. Merci à toi.